À toutes et à tous, merci beaucoup d'être là avec nous ce samedi après-midi. Je m'appelle Yves-Marie Abraham et je suis donc chargé d'introduire puis de mettre un peu d'ordre dans la discussion qui va suivre sur le thème de la décroissance. Cette discussion est une initiative en fait d'un collectif de recherche indépendant dont je fais partie avec d'autres participants d'ailleurs à cette table ronde. Ce collectif s'appelle Polemos Décroissance. Pourquoi est-ce qu'on a proposé cette discussion donc à la grande transition? Pour deux raisons. En fait, ça fait presque exactement 20 ans que le slogan de la décroissance soutenable ou décroissance conviviale a été lancé dans l'espace public. Alors, l'idée n'est pas nouvelle, mais par contre, même le slogan n'est pas vraiment nouveau, puisque André Gorz a été le premier à l'utiliser au début des années 70. Mais c'est depuis 20 ans que ce slogan a pogné, comme on dit en bon québécois, a eu un effet politique assez significatif. Beaucoup de gens, beaucoup de critiques se sont ralliés derrière la notion de décroissance. Beaucoup d'initiatives ont été lancées aussi sous cette bannière. Mais en même temps, voilà, c'est une idée qui reste marginale, c'est une idée qui reste critiquée, pas seulement par les gardiens de l'ordre en place, mais aussi par des alliés objectifs, y compris par des critiques de cet ordre en place. Donc, comme ça fait 20 ans que ce slogan est apparu, ça nous a paru intéressant de faire un état des lieux, un bilan, un peu de ce qui voudrait être un mouvement et ne l'est pas encore, semble-t-il. Pourquoi le faire dans le cadre de la grande transition? Parce que, en fait, là, je vais demander aux participants de faire essentiellement un travail d'autocritique sur la décroissance. Ces 5 promoteurs de la décroissance, donc travail d'autocritique essentiel, mais un vrai travail d'autocritique, ça doit quand même se faire avec des gens extérieurs aussi à la décroissance. On a choisi plutôt de le faire avec des alliés, hein. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit à propos de la grande transition. Donc, vous qui êtes là aujourd'hui avec nous. Alors voilà pourquoi on a proposé cette activité. J'ai donc invité 5 personnes et on a prévu un déroulement en 3 temps. Premier moment, en fait, je vais demander à chacune de ces 5 personnes de répondre à 2 questions, que évidemment je leur ai soumises il y a quelques jours. Première question, quels sont les apports de décroissance dans la lutte contre le capitalisme? Et deuxième question, qu'est-ce qui manque à la décroissance pour mieux contribuer à cette lutte contre le capitalisme? Apport et limite. Donc, je vais donner royalement 5 minutes à chacune d'entre elles pour répondre à ces 2 toutes petites questions. Et puis, une fois que tout le monde aura parlé, deuxième moment, donc 3 minutes cette fois à chacun, à chacune, pour réagir aux propos des autres et éventuellement ajouter quelque chose. Ça nous amènera autour de 16h, 16h15, 16h20. Et ça nous laissera donc encore un bon 25 minutes pour, cette fois, engager la discussion avec vous, le public, et donc via des commentaires, des questions de votre part, et auxquelles réagiront les 5 participants à cette table ronde. Alors, je vais commencer donc par donner la parole à Andrea Lévy. Andrea, donc, qui est une historienne de formation, un doctorat en histoire à Concordia, et qui a fait son doctorat sur André Gorz, qui est un personnage important dans l'histoire de l'idée de décroissance. Par ailleurs, Andrea continue à être une chercheuse, mais est aussi une journaliste. Elle co-dirige la grande revue de gauche canadienne, Canadian Dimension, depuis 20 ans. Elle a aussi travaillé, notamment avec moi et Louis, sur un numéro spécial des nouveaux cahiers du socialisme sur la décroissance. Enfin bref, donc ça fait un bon moment que Andrea s'intéresse à ces questions et réfléchit de très près. Elle travaille sur des aspects particuliers qui sont assez intéressants, notamment la question de la réduction du temps de travail. Question sur laquelle elle a une réflexion très, très avancée et intéressante. Donc, puis dernier point intéressant à souligner peut-être aussi dans le pédigré d'Andrea, elle tente aussi de faire un pont entre donc une critique anticapitaliste, une critique décroissanciste et la question de la justice animale, ce qui est aussi une position assez originale dans le mouvement. Alors Andrea, je te passe la parole. Merci Marie. Alors, je ne peux pas dire que je vais parler des apports de la décroissance tout de suite. Je vais probablement y revenir, mais disons que c'est caché dans ma présentation. Alors, on est plusieurs aujourd'hui, toutes et tous objecteurs de croissance, à vouloir réfléchir un peu sur les angles morts de notre vision du monde, toujours en évolution d'ailleurs, et de notre quand même très jeune mouvement. Quand on a de la difficulté à avancer dans nos objectifs,
on a tendance à se poser des questions. Personnellement, je ne pense pas que ce sont surtout les angles morts de la décroissance qui nous empêchent à transformer la décroissance en mouvement de masse. Pour la décroissance, comme pour toute façon de penser qui remet en question le mode de production et de consommation dominant, le défi du déni et de l'aliénation est énorme. Je vais reprendre la très souvent citée constatation attribuée au critique littéraire Frederick Jameson: c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Donc, identifier les angles morts de la décroissance risque de ne pas nous aider à gagner de nouveaux adhérents, mais ce n'est pas une raison pour détourner notre regard critique ni d'arrêter d'enrichir notre analyse. Je voudrais alors soulever la question de ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire le monde naturel avec sa magnifique plénitude de vie plus qu'humaine qui l'englobe, ou devrais-je dire qui l'englobait. Parce qu'à tous les mois maintenant, on sort un autre rapport faisant état de l'effondrement de ce monde. On n'a pas besoin d'accorder à la biodiversité une valeur en soi pour comprendre l'ampleur du problème. Robert Watson, président de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, nous assure que la perte de la biodiversité est une menace aussi importante pour l'humanité que les changements climatiques. Le bien-être et la survie humaine dépendent de ce monde naturel de manière que nous commençons à peine à comprendre. Pourtant, on n'en parle presque pas, même à l'intérieur du mouvement décroissanciste. Dans le cas de la décroissance, il s'agit quand même d'un paradoxe, dans la mesure qu'il n'existe pas de solution technique possible, en fin de compte, aux besoins urgents de défendre le monde naturel. Il faut vivre autrement, il faut décroître. Pour décoloniser l'imaginaire, comme la décroissance nous incite, il faut donc désanthropocentrer la décroissance. Ce qui veut dire, au minimum, de bien intégrer la lutte à la destruction du monde naturel et la protection des intérêts des espèces non humaines dans notre analyse et de s'assurer que nos propositions de solutions de rechange en prennent compte. Ce projet, à mon avis, va de pair avec la décolonisation non seulement de l'imaginaire, mais de nos sociétés actuelles, car de par le monde, ce sont les peuples autochtones qui ont réussi beaucoup mieux que les sociétés dominantes occidentales à gérer la terre et tout ce qui lui appartient. Ce qui m'amène au prochain point que je voulais soulever aujourd'hui, ma contribution à notre tentative de répondre à la question des stratégies à privilégier pour les objecteurs de croissance. C'est mon impression que malgré nos efforts de dissocier la décroissance de l'image de gestes individuels et de la simplicité volontaire, cette vision nous colle. Je pense que ça sera utile pour nous, qui n'avons pas, il faut l'avouer, un plan de transition développé, de se joindre à d'autres groupes dans la mouvance écologiste et le mouvement décolonial, qui remet en cause le système dominant, et élaborer un genre de programme minimal qui pourrait nous unifier autour de quelques réformes structurelles clés qui pourraient aider à distinguer une approche radicale, donc qui relève de la racine, à la catastrophe en cours, dont la pandémie actuelle, résultat de notre relation destructrice avec le monde naturel, n'est qu'une des manifestations visibles. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Andrea, pour la clarté et la concision de ton propos et sa rigueur habituelle, dont je suis coutumier, mais j'imagine que le public l'appréciera aussi. Donc, merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Philippe Gauthier, qui, lui, est formé au départ en sciences politiques, mais il a fait aussi beaucoup d'autres choses. C'est aussi un peu comme Andrea, quelqu'un qui est hors système, hein, quand même. C'est des choses à souligner. Je pense que dans la décroissance, il y a pas mal de gens qui ne sont pas vraiment dans des rails. Et Philippe est de cela. Donc, il a travaillé aussi il a travaillé dans le journalisme économique, communication scientifique, dans le domaine des relations publiques par ailleurs. Il tient actuellement un blog assez incontournable sur les questions énergétiques qui s'intitule Énergie-Environnement. Je vous le suggère fortement si vous ne le connaissez pas.
Et donc, il s'intéresse de très près à ces enjeux et ça l'a amené d'ailleurs récemment à se réinscrire dans une maîtrise. Il n'en avait pas assez pour cette fois une maîtrise à HEC Montréal où il travaille sous la direction de Pierre-Olivier Pinault sur donc la question de la transition énergétique. Voilà, et Philippe a rejoint aussi Polemos, est un des cofondateurs de Polemos depuis l'an dernier. Donc Philippe, je te passe la parole pour 5 minutes. Merci Yves-Marie. Pour précision, je travaille sous la direction de Pierre-Olivier Pinault et de Maude Brunet, ne l'oublions pas, elle serait bien déçue, puis elle mérite mieux. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que nous enseigne la décroissance en matière d'énergie et de ressources, puisque je suis un spécialiste des enjeux énergétiques. Donc, ensuite, je vais aborder le bilan de la décroissance sous l'angle de la production et de la consommation d'énergie. Peut-être être un petit peu moins idéaliste et un peu plus ancré dans des réalités matérielles. Dans ce domaine, la décroissance offre assez peu d'outils analytiques qui lui sont propres. Elle emprunte une bonne partie des outils qu'elle utilise au monde de l'économie physique, on dit aussi l'économie biophysique ou l'économie écologique, avec qui elle entretient des liens quand même assez étroits, au moins sur ces enjeux-là. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui deviennent nerveux dès qu'on mentionne le mot économie, ils confondent souvent avec le mot finance. Mais contrairement à l'économie classique qui ramène presque tous les enjeux à des questions d'argent, l'économie physique s'intéresse aux flux concrets et mesurables de matière et d'énergie, ce qui fait beaucoup plus clairement apparaître les limites des écosystèmes et les obstacles à la sacro-sainte croissance verte. Si on peut citer un exemple de cette approche qui est connue dans le mouvement de la décroissance, il y aurait Georgios Skalis de l'Université de Barcelone. C'est un économiste physique, c'est un grand nom du monde de la décroissance et ça nous donne une idée un peu du genre de direction que prennent les discussions et les réflexions. Si on parle des constats maintenant, sur la question de la transition économique et énergétique qui accapare beaucoup les esprits. La décroissance est particulièrement attentive à l'enjeu de l'épuisement prochain des carburants fossiles. Le pétrole semble avoir déjà passé son pic de production et les pics de production du gaz et du charbon sont peut-être plus près qu'on ne le croit. À première vue, l'épuisement des carburants fossiles peut sembler être une bonne nouvelle dans la mesure où ça signifie une réduction plus rapide que prévu des émissions de gaz à effet de serre. Mais toutefois, d'un point de vue décroissant, une transition très, très rapide et très complète vers les énergies renouvelables, qui est le modèle finalement de la croissance verte, paraît peu probable parce qu'il existe des sérieux freins à la production des ressources nécessaires. La question n'est pas tellement de savoir s'il y a assez de lithium sous terre, par exemple. Il est de savoir si on peut en augmenter la production assez vite pour atteindre les objectifs de production de batteries pour une échéance 2030 ou 2040. Et le moins qu'on puisse dire, quand on regarde ces questions-là de près, c'est que c'est pas gagné d'avance. Il va probablement falloir s'habituer à un monde plus sobre, qui utilise moins d'énergie, tout simplement parce que les grands rêves de croissance verte vont probablement pas suffire à effectuer le rattrapage ou la transition, la conversion des fossiles vers les renouvelables qu'on nous vend et qu'on nous vante. La décroissance nous pousse d'autant plus à accepter et même à souhaiter cette réduction qu'elle s'intéresse aux graves conséquences de l'extractivisme. Vous savez, creuser des mines partout, couper des arbres. Donc, l'extractivisme a des conséquences sur les écosystèmes ou sur les populations locales, un autre aspect qui est complètement négligé par les tenants de la croissance verte. C'est quelque chose qui préoccupe les décroissants. Et finalement, au lieu de nous demander par quoi devons-nous remplacer les carburants fossiles, la décroissance nous invite à nous demander à quel point il est souhaitable de les remplacer tout court. Elle nous fait réfléchir aux usages réellement indispensables, surtout quand on garde à l'esprit que les énergies renouvelables utilisent massivement des ressources qui, elles, ne le sont pas renouvelables. La décroissance nous rappelle aussi que l'objectif de croissance continue de notre économie nous éloigne de nos objectifs de décarbonation.
La décarbonation n'est pas le seul objectif. Je pense qu'Andrea avait raison de dire que la protection des milieux naturels est super importante aussi. Mais même dans l'hypothèse d'une croissance verte et d'une économie circulaire qui fonctionnerait, ce qui n'est pas démontré, une croissance économique de 3% par année nous mène en 2070 à une économie qui est 8 fois plus grosse que la nôtre et qui consommerait à peu près 3 fois plus de ressources. Notre monde n'est déjà pas soutenable. Celui de 2070, que bon, les tenants de la croissance verte nous annoncent, l'est encore moins. La décroissance nous appelle donc à réfléchir à ce qui est indispensable et à ce qui est superflu, voire même ce qui est aliénant pour les populations humaines, et de faire un mélange dans tout ça. Il reste quand même un certain nombre de questions non résolues, et même, je dirais même à peine abordées, parce que c'est un très vaste domaine. La décroissance, c'est une réflexion de longue haleine. Il y a des pistes qui ont été mieux explorées que d'autres. Je pense que des enjeux comme la justice sociale, la place du travail, la place du monde vivant ont été largement discutés. Peut-être qu'on pourrait souhaiter plus, mais il y a les contours d'une future société décroissante restent flous, du moins à mon avis. Jusqu'où faut-il décroître? Le monde décroissant va-t-il être néo-rural ou encore fortement urbanisé? Est-ce qu'il va être essentiellement agricole ou va-t-il comporter encore une part importante d'industrie légère comme le textile ou le meuble? Quelle va être la place de la médecine ou des télécommunications? En ce moment, le cadre de référence reste beaucoup trop flou. Moi, j'essaie de réfléchir à des transitions vers les sociétés décroissantes, mais comme l'objectif n'est pas clair, c'est difficile de poser les problèmes et d'y réfléchir. Il y a des démarches d'économie physique ou apparentées qui commencent à apporter des réponses à ces questions, mais ce n'est pas simple. Il n'est pas évident, par exemple, qu'un monde de 8 milliards d'humains puisse être strictement agricole ou permacole, c'est-à-dire basé sur la permaculture. Par exemple, s'il fallait renoncer à l'électricité, ce serait aussi renoncer à la machine à laver, par exemple, retourner au poêle à bois, qu'il faut longuement préchauffer et qui peut consommer des forêts entières. Les implications en matière de division sexuelle du travail sont également assez importantes. Mais conserver l'électricité, peut-être que Louis abordera la question, c'est accepter tout le système qui vient avec une importante métallurgie, des paysages dominés par des barrages, des éoliennes, des choses comme ça, une structure de financement, une concentration de l'industrie et de l'énergie qui favorise le capitalisme. Alors, quels sont les équilibres à trouver entre ces priorités contradictoires? C'est pas clair. Et la feuille de route l'est encore moins pour le moment parce que l'objectif, le genre de société idéale qu'on veut, bon, on sait que ça doit être convivial, mais jusqu'où il faut décroître, qu'est-ce qui est acceptable, on ne sait pas, quels sont les compromis qu'il faut atteindre en termes de technologies d'industrie, quels sont les outils, les appareils qui sont indispensables, sans lesquels la vie devient tout simplement misérable. Doit-on penser en termes d'étapes successives vers la décroissance ou seulement en termes d'objectif final? Si la survie des écosystèmes exige que les humains soient moins nombreux, ce qui est possible, comment accompagner la réduction de la population et de manière humaine et sans souffrance inutile? Est-ce que c'est même un objectif possible? Beaucoup de questions. Et je pense qu'il s'agit d'enjeux qui vont être à l'avant-plan de la recherche à la décroissance dans les prochaines années. Alors, je vous remercie de votre attention là-dessus. On ne t'entend pas, Yves-Marie. Yves-Marie, micro. Merci, même si tu as débordé un petit peu, mais donc ça reste raisonnable. Je vais passer la parole à Louis Marion, qui lui vient plutôt au départ de la philosophie et de la sociologie. Lui aussi, c'est un peu un électron libre, un chercheur indépendant, cofondateur du mouvement québécois pour la décroissance conviviale, donc, qui a été créé en 2007 à la suite de la publication d'un manifeste que Louis avait coécrit. Donc c'est un des premiers promoteurs de la décroissance au Québec, certainement. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé à faire connaître la critique de la technique au Québec, et notamment à faire connaître la pensée du seul philosophe allemand que j'arrive à lire, Günther Anders, donc, que je recommande si vous ne le connaissez pas, qui est vraiment quelqu'un d'incontournable. Donc c'est voilà, entre autres, et Louis a publié un très beau livre qui s'appelle « Comment exister encore »,
sur notamment cette critique de la technique, mais aussi sur la critique du capitalisme, que je suggère chaudement à tout le monde si vous ne l'avez pas encore lu. Alors Louis, je te passe la parole pour 5 minutes. Oui, ben, merci Yves-Marie. Je pense que cette question-là du bilan de la décroissance est importante, mais je doute que 5 minutes d'échange suffisent pour l'apprécier. Mais avec 10 minutes, j'aurais pu. Mais, rétrospectivement, en tout cas, je trouve que c'est bien de pouvoir avoir un recul historique. On a la chance, en fait, de pouvoir observer, si on veut, l'interaction de la proposition de décroissance avec la réception sociale empirique. Donc ça, je trouve ça philosophiquement très intéressant parce que nul n'aurait pu prévoir, il y a 20 ans, l'avenir de ce slogan ou la portée de ce concept. Il y avait plusieurs possibles. Hein. La décroissance aurait pu s'unifier fortement sur le plan théorique et pratique et provoquer une forte répression politique. Ou au contraire, la décroissance aurait pu être abandonnée comme enjeu d'émancipation pour des raisons liées à son anthropologie optimiste ou d'autres raisons advenant une réfutation scientifique à propos de ses thèses ou de ses présupposés. Mais ce qui est arrivé après 20 ans, eh bien, c'est que la décroissance n'a pas eu besoin d'être réprimée ni abandonnée, mais elle n'a pas triomphé non plus comme idéologie politique de remplacement du capitalisme. Je serais tenté de diagnostiquer là une sorte de tolérance répressive à la Marcuse liée à l'essence même du libéralisme comme neutralisation de l'engagement politique visant l'universel. Donc, dans le contexte actuel néolibéral, les individus sont en concurrence quant aux finalités à choisir. Ils ne peuvent que faire valoir des droits et raisonner à partir d'intérêts. Donc, pour l'instant, la décroissance est encore divisée. Comment nous situons-nous par rapport à la critique de la valeur? Comment nous positionnons-nous par rapport à la critique de la souveraineté de l'État, etc. Il y a beaucoup de points concernant les moyens. Vous savez, dans mon jardin, il y a des oiseaux plutôt subtils, des spécialistes de la diversion qui distinguent parmi les menaces potentielles pour leur progéniture celles qui viennent d'individus mal intentionnés de celles qui viennent, disons, des ignorants et des irresponsables. Hein? Un touriste perdu, il risque de marcher sur leurs œufs, mais ce n'est pas perçu comme un goéland ou un chat. Donc, si le mouvement de la décroissance était capable de faire pareil, hein, comme ses pluviers, capable de distinguer l'ignorance de la mauvaise foi hein, parmi les obstacles à l'atteinte de ses objectifs, peut-être qu'il serait mieux équipé pour se rapprocher de ses 10 objectifs. Hein, c'est-à-dire savoir avec qui nouer des alliances stratégiques. Donc, avons-nous ce pouvoir de faire les bonnes distinctions en commençant par distinguer ce qui appartient encore aux humains et ce qui vient de la machine, hein? Ce sur quoi on a encore une prise et ce sur quoi il ne sert à rien de discourir. Donc, décoloniser l'imaginaire comme condition de possibilité du changement social radical, c'est abolir certaines distinctions et en instituer des nouvelles et que, disons que dans ce projet-là, on a encore du chemin à faire. Donc, je dirais que comme idée, la décroissance est enrichie, mais comme mouvement social et politique, je ne vois pas vraiment de progrès significatif. Par exemple, Timothée Paric, qui distingue les moyens et les fins de la décroissance dans une perspective économique, avec ses stratégies par étapes pour changer la propriété, le travail, l'argent. Bon, c'est assez développé pour démarchandiser progressivement, mais c'est intéressant pour faire avancer l'idée, mais je dirais que ça ne fait pas avancer des rapports de force en faveur de la décroissance. Ça ne produit pas une puissance désaliénante à l'œuvre ou un sabotage des structures oppressives. Je dirais que les limites de la décroissance sont symptomatiques des limites de la réflexivité sociale actuelle, de la capacité pour les êtres humains, sans testament à propos de leur héritage technique, de reprendre le contrôle de la reproduction de la société au lieu que celle-ci soit abandonnée aux intérêts et aux rapports de force. Je dirais que la décroissance se heurte à la situation sociologique suivante, c'est que nous vivons dans un type de société qui ne demande plus à personne d'en faire partie. Hein? Il n'y a plus de devoirs, mais seulement des droits. Tout est abandonné aux intérêts individuels et au bon fonctionnement de la machine. La société ne se reproduit plus par des humains baignant dans du sens, mais de manière technique et économique, a posteriori, comme explique Freytag. Donc, la domination s'est intériorisée car l'activité économique a absorbé l'essentiel de la vie sociale. Donc,
c'est une des raisons, je dirais, des limites de décroissance, c'est que la société, comment dire, les objecteurs de croissance ne sont pas imperméables à la société dans laquelle ils vivent. Donc, je dirais que même si elle n'a pas réussi à s'incarner dans un mouvement politique transnational ayant un programme clair, on peut dire quand même, dans son apport positif, que les objecteurs de croissance contribuent à alimenter et à radicaliser les débats à propos de la justice sociale et de l'écologie, en lien avec leurs liens intimes et avec les limites de toute catégorie. Mais je dirais que notre limite, ce n'est pas un problème de communication, mais un problème d'antagonisme structurel dans les luttes pour la définition des enjeux liés à la décroissance. On parle de plus en plus de limites biophysiques, mais ça ne suffit pas. La conscience, comme la science, ne suffit pas pour avoir un projet commun. Merci beaucoup, Louis. Merci. On aura sûrement des questions à te poser là-dessus. Je vais passer maintenant la parole à Bengi. Bengi, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous, qui parlons en français, alors que Bengi travaille fort pour apprendre le français. J'en suis témoin, je suis ses progrès, mais ne maîtrise pas encore complètement le français oral, en tout cas pas. Donc merci Bengi de t'être jointe à nous. Bengi est la plus, je dirais, je sais pas, j'allais dire la plus normale des invités de la table ronde, parce qu'elle est professeure, donc elle essaye de faire avancer ces idées-là dans un cadre institutionnel qui est celui de l'Université Concordia. Je pense qu'elle y réussit assez bien. Bengi, elle est formée en économie, mais en économie politique. Alors, je ne connais pas très bien son parcours, mais je sais qu'elle était formée à Amherst aux États-Unis, je pense dans un département où on enseigne encore une économie qui n'est pas l'économie orthodoxe qu'on impose aux étudiants de HEC Montréal où j'enseigne. Donc un endroit assez intéressant. Et Bengi donc travaille notamment dans ce domaine de l'économie écologique dont parlait Philippe tout à l'heure, mais pas seulement. Et puis je crois qu'elle travaille à élargir un peu la perspective des économistes écologiques, hein, notamment à la politiser davantage. C'est ce que je crois comprendre de son travail. Et puis elle s'intéresse de très près à la décroissance. Donc Bengi, je te passe la parole. Thank you. And I don't know what to think about being the most normal in the panel, but I'll take it as a compliment. I mean, or like I'm pretending well, apparently. I'm also, so I am not only kind of the most normal and the English-speaking member of the panel, but also I come perhaps from the European or like the Catalan kind of source or like trajectory of degrowth. So I am slightly, we're in the same place, but like our trajectories are obviously different, and I feel like I'm the outsider in terms of that too. But I'm very happy to be here. So very quickly, my contribution today will be on kind of a short outline of what I think is the most recent or the most important contributions of degrowth, especially to the left. I think degrowth articulates a critique of growth that speaks to the left, that is very particular and important, and kind of tells the left broadly that growth, even if it's organized under different relations of production, is going to be unsustainable and undesirable. So the two aspects that I really want to highlight that I think degrowth articulated in a particularly forceful way. The first one, the aspect that Philip really talked about really well, is the biophysical perspective, the biophysical underpinnings of the economy. So even if you have socialist growth, it's going to hit limits sooner or later. And secondly, even if growth was somehow possible, that it's not desirable. So the link between the scale of economic activity and autonomy and democracy, and autonomy understood in the sense of the ability to self-govern, coming from the writings of Castoriadis or Andre Gors or Ivan Illich, that even if we could endlessly grow, the left should really not want to do that if we want to aim for a self-governing autonomous society. The second kind of thing I want to say is, I'm not sure if it's a contribution, but it's definitely,
I think is a positive development, a very welcome development, according to me, is kind of the more recent, I will say, inflection points in kind of the degrowth movement or degrowth thinking. One of them is that kind of this displacement or decentering of the Eurocentricism of the term by putting it together, putting it next to kind of indigenous and kind of other cosmologies, particularly indigenous cosmologies, that are very similar to degrowth in terms of their critique of growth, but also in terms of their articulation of an alternative, of a proposal of how to live together, like Buen Vivir, like Ubuntu. So like Arturo Escobar's notion of pluriverse captures this really well. So degrowth is a one among many proposals of like living together very well. It has its specificities, it has its own contributions, but it coexists. And I think that was a very welcome recent change or inflection point. And the second one that I want to talk a bit more about is this emphasis or increasing emphasis on degrowth being not only less, but also different. So it's not a shrinkage or only a limitation of social metabolism, but its configuration differently, which is a very kind of anti-capitalist, non-capitalist kind of wane within degrowth. We see that personally, I come to it, or I see that because a lot of social movements in South Europe took up the idea of degrowth in their anti-austerity movements and kind of articulated an anti-capitalist degrowth position, I feel like. Another very, I think, productive dialogue has been happening and is still happening between feminism and degrowth, and kind of how a degrowth future needs to center around social reproduction. And I think that became a lot more kind of a forceful idea in the post-COVID perspective. I'm gonna still say though, like a few things that we are still failing in a way or not doing as well. And I think the real danger in front of degrowth is to get stuck in this dominant understanding of degrowth as only a politics of eco-austerity or only a politics of limitation. I think kind of reducing the idea of degrowth, the utopia of degrowth, to only a technical matter of reduction in social metabolism is the real danger. I think that's also the real danger of articulating an anti-capitalist degrowth position, because when we're thinking about voluntary simplicity or like frugality, which is like predominantly focused on limiting consumption, we're completely sidelining the fact that decisions about what to produce constrains what we can consume. So degrowth needs to be focused a lot more on the structural change of capitalist relations. And I think this emphasis on only less or self-limitation also limits the kind of relationships that degrowth politics can construct with the working class. So I think that degrowth politics on labor and the future of work is very under-articulated. And I think degrowth has actually a lot to offer to working class politics beyond just working less or consuming less. There's a lot of discussion about de-alienation between kind of Marxist degrowthers. There is a lot of discussion about work sharing. So kind of reframing the issue of work and labor in terms of its distribution, not about its quantity, and like bringing the question back to a question of justice. So I think that's one thing that we need to work a lot more on. The second thing, very quickly, I'm going to speak very fast. I think degrowth still has to articulate a position in terms of North-South relationships, and I mean global North and global South. Often we get the question, but like the global South wants to grow, what are we going to do? Or like the mirror side, the flip side of the question is that, oh, but like the global South has a right to grow. And I'm not debating whether or not the global South has a right to grow, but these questions kind of fetishize the current moment and completely invisibilize the colonial
and a very unequal and very violent history that puts global north in the global north and put global south in the global south. So degrowth needs to entertain this question, engage with this question, even if it's uncomfortable, head on. And there are many degrowth thinkers in the global south that articulate a kind of a degrowth position on this around the notion of ecological debt, for instance, or how, or kind of a structural and historical analysis of how global south is inserted into very unequal relationships in global international capitalism. So I think these are two uncomfortable questions of political economy that degrowth needs to engage with. Thank you. Merci beaucoup, Benji. Merci beaucoup pour ton intervention, même si tu as aussi un peu dépassé, mais bon, c'était légitime. Je vais passer la parole à Noémie pour terminer. Noémie qui, elle, vient d'un tout autre monde, qui vient de la physiothérapie au départ et qui a tout balancé il y a quelques temps pour s'inventer une autre vie et inspirée en partie des idées de la décroissance. Donc Noémie vit maintenant dans le bas Saint-Laurent. Et elle est arrivée, je pense, à la décroissance, peut-être qu'elle confirmera, mais en s'intéressant au départ plutôt à la question de l'effondrement. Donc, justement, un discours qu'on présente aujourd'hui comme un discours concurrent de celui de la décroissance. Et Noémie a organisé un événement sur le sujet de l'effondrement qui avait beaucoup de succès, qui l'a amené à rencontrer plein de gens, dont Philippe, dont moi, et ce qui nous a conduit finalement à travailler ensemble, puisque maintenant Noémie a intégré Polemos aussi et fait un travail de coordination au sein de notre petit collectif. Mais par ailleurs, donc, elle travaille dans le Bas-Saint-Laurent sur plein de projets, des projets d'expérimentation concrète, mais aussi des projets militants. Elle milite dans le collectif Prospérité sans pétrole, entre autres choses. Noémie, je te passe la parole. Oui, merci Yves-Marie. Donc, pour les apports de l'idée de la décroissance, je vais y aller très succinctement parce que mes camarades autour de la table l'ont très bien fait avec beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, je dirais que les apports de l'idée de la décroissance se situent surtout, à mon avis, et je parle au présent parce que je suis néophyte dans le mouvement, au niveau théorique. Donc, la décroissance apporte une critique qui est rigoureuse, claire, documentée sur le système capitaliste et ses nombreux dérivés comme le développement durable, remet les pendules à l'heure quant aux véritables responsables des ravages écologiques et des injustices sociales, à savoir les États-nations dominants et la libre entreprise, pour nous rappeler que le fardeau du blâme et la prise en charge des solutions ne doit pas totalement être mis sur les épaules des citoyens et citoyennes, mais qu'au contraire, les solutions devront être décidées collectivement et démocratiquement pour éventuellement orchestrer une sortie de ce système capitaliste. La sortie qui devient désirable à partir du moment où on a une décolonisation de nos imaginaires, ce que nous aide à faire la décroissance, notamment via les nécessaires écrits de Louis Marion qu'on a la chance d'avoir au Québec. Donc là, je vais enchaîner avec la limite que je pense la plus importante au sein du mouvement de la décroissance. Et là, ça va être très contraire à ce que Louis Marion a dit, j'en conviens. Et pour ce faire, je vais passer par une analogie avec la musique. Donc, comme j'ai entendu Yves-Marie le dire dans des conférences, le capitalisme, ce serait comme une mauvaise berceuse qui joue en boucle, qui endort, et qui fait en sorte que plusieurs personnes, en fait, la plupart des personnes ne se disent même pas que, hey, on pourrait peut-être changer de disque. Mais depuis une vingtaine d'années, on a des compositeurs et des compositrices, en l'occurrence les décroissancistes, qui nous révèlent avec de plus en plus d'arguments solides toutes les fausses notes de cette berceuse mortifère et qui dit que si tout le monde se joignait avec ces instruments, ben, on arriverait à interpréter une musique qui est beaucoup plus intéressante, soit celle de la décroissance. Par contre, il y a un problème. D'une part, les radios s'entêtent à continuer à faire jouer cette berceuse mortifère et ne veulent pas annoncer l'avènement de cette nouvelle mélodie que serait la décroissance. D'autre part, le public n'a accès pratiquement qu'à des partitions pour se faire d'une idée de l'intérêt de cette mélodie
de la décroissance. Donc, qui parmi nous est en mesure d'entendre la beauté du concerto pour violon de Tchaïkovski en ayant seulement sous les mains des partitions? Pas beaucoup de monde. Si on avait quelques notes de quelques extraits musicaux interprétés, même imparfaitement, peut-être que ça aiderait le public à émerger de son sommeil mortifère et avoir envie de joindre des groupes locaux pour interpréter cette mélodie de la décroissance qui s'améliorera au fur et à mesure de l'expérience et qui s'adaptera aux différents instruments de musique qui seront entre les mains des personnes. Donc là, j'ai fait un gros détour musical pour dire que, dans le fond, je pense que le travail qui est à faire énormément au sein du mouvement de la décroissance en est un de processus d'objectivation. C'est un processus qui permet de rendre tangible un nouveau concept social pour que les membres d'une communauté se l'approprient et l'adaptent selon leur réalité et leurs besoins, mais sous un langage commun. Donc là, tout ce que je viens de dire, je l'engloberais sur la principale limite que je trouve, celle qui est communicationnelle. Donc là, ça va complètement à l'encontre de ce que Louis-Marion nous a partagé. Et je subdiviserais cette limite communicationnelle-là en 3 sous-limites ou en 3 obstacles, soit celui de la diffusion. Donc, comment faire en sorte que le mouvement de la décroissance se décloisonne et n'en devienne pas un qui soit élitiste, qui serait totalement à l'encontre du projet de décider ensemble et du projet politique de la sortie de ce système capitaliste-là. Donc, comment mener ce projet-là dans la population et non pas à côté de celle-ci? Ce qui m'amène à la deuxième sous-limite ou le deuxième sous-objectif communicationnel qui serait l'inclusion. Donc, oui, il y a des efforts qui sont faits de plus en plus, on le voit, mais je pense qu'on pourrait pousser encore plus parce que comme l'individu se définit à la rencontre de l'autre, je pense que le mouvement de la décroissance continuera à se définir davantage et à proposer de plus en plus de solutions concrètes, justement, à la rencontre des autres, donc des citoyens issus de toutes les classes sociales, mais notamment les classes les plus vulnérabilisées, qui sont aux premières loges des injustices, mais aussi à la rencontre des militantes qui mènent des luttes qui sont complémentaires, mais aussi carrément incluses dans les objectifs de la décroissance. Et finalement, ma troisième sous-limite, mon troisième objectif communicationnel, je dirais que ce serait qu'il faut rendre ce discours inspirant de la décroissance plus engageant. Donc, comment faire d'une inspiration un engagement qui va perdurer dans le temps? Et c'est d'autant plus difficile parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, bien, on est face à un public qui est plus en mode de réceptivité, d'acquiescement, d'attentisme presque. Et c'est difficile, dans le fond, ça inhibe l'engagement qu'il pourrait y avoir. Donc, je vais terminer avec une ouverture très brève sur une piste de solution par rapport à ce défi communicationnel-là que j'ai subdivisé en 3. C'est que je pense que les décroissantistes devraient oser davantage investir les outils, les redoutables outils marketing, mais de manière intègre, qu'on sait que de toute façon, le clan adverse utilise de manière éhontée et sans scrupule. Parce que si on s'en passe, je pense qu'on se prive de quelque chose qui pourrait grandement nous aider. Peut-être qu'on pourra en parler plus dans l'autre partie de la discussion. Merci. Merci Noémie, tu mets bien les pieds dans le plat. Donc on a un peu de retard sur ce que j'avais prévu, mais je m'y attendais. On en est au deuxième temps peut-être de réaction, où j'avais prévu 3 minutes par personne, mais on peut faire moins si vous êtes très synthétique. Et je vais reprendre l'ordre initial. Donc peut-être Andrea, je te repasse la parole. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter, à quoi tu voudrais réagir? Enfin, je te laisse libre de réagir comme tu veux. Micro, Andrea. Oui, je viens de voir ça. OK. Je pense que peut-être une des choses qui ressortent, ou peut-être c'est parce que je veux voir ça comme l'une des choses qui ressortent de plusieurs de nos commentaires, c'est qu'on ne peut pas
on peut pas travailler, la décroissance ne peut pas travailler en vase clos. Il faut le dire, il y a un énorme mouvement au Québec, un mouvement écologiste. Il y a vraiment une multitude de groupes. Et je pense que, et pas juste la mouvance écologiste, mais il y a un mouvement de gauche qui est assez important. Il y a un mouvement antiraciste décolonial qui est assez important. Alors, il y a tous ces mouvements. Et je pense que le but pour nous, c'est de tisser des liens et des échanges avec tous ces groupes-là, autant que possible. Alors, au lieu de, je ne dis pas qu'il faut arrêter notre travail de recherche et de développer le projet de décroissance, mais je ne pense pas que ça exclut la possibilité d'entretenir un dialogue avec tous ces mouvements. Et je pense qu'ils sont ouverts aussi à ces dialogues-là pour voir qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut proposer, parce que je suis convaincue que c'est le moment d'essayer d'unifier nos propositions sous un genre de programme minimal, comme j'ai dit, une série de propositions. Je pense que Georgios Kallis a enfin essayé de faire ça à un moment donné quand il a dit voici les 10 propositions importantes qui peuvent unifier la décroissance et la gauche. Et justement, ce matin, j'ai assisté à la session sur l'écosocialisme avec plusieurs gens qu'on connaît. Et c'est clair qu'on a des choses en commun avec ces gens-là. Alors, je pense qu'on peut en même temps développer notre vision particulière de la décroissance avec tout ce que ça implique. Et je ne pense pas que tous les autres mouvements vont être complètement attirés par notre vision particulière parce qu'il va y avoir toujours des critiques comme quoi on est anti-techno ou pas suffisamment technologique ou on ignore les possibilités de la technologie qui vont nous aider à surmonter nos problèmes actuels. On peut échanger, mais on va pas convaincre tout le monde. Mais en même temps, il y a toute une série de propositions avec lesquelles on peut être d'accord, avec lesquelles ils peuvent être d'accord. Et pourquoi pas essayer de travailler ensemble pour vraiment élaborer cette vision à l'intérieur d'une grande... je ne veux pas utiliser le mot coalition, mais c'est un peu l'idée, pour que la population vraiment peut comprendre vers quoi on veut y aller, quelles sont les balises. Parce qu'en ce moment, je ne pense pas que c'est très clair. Tout le monde comprend qu'il faut combattre les changements climatiques, mais à part ça, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour créer une société qui est vraiment soutenable? Alors, c'est un peu ma réflexion. Merci beaucoup, Andrea. Philippe, 3 petites minutes de réaction. Je voudrais peut-être répondre davantage à Louis et à Noémie. Parmi tous mes nombreux chapeaux atypiques, je suis depuis 2014 administrateur d'un grand groupe de discussion sur Facebook qui s'appelle Transition 2030. On est rendu 35 000 membres sur cette chose-là. Et depuis 7 ans, donc, on a pu voir l'évolution des mentalités chez les participants de ce groupe-là, qui sont des gens qui sont intéressés à des enjeux systémiques en environnement, en écologie, en énergie, toutes ces choses-là. Et on peut mesurer, disons, le chemin parcouru en 7 ans. Je vous dirais que l'idée qu'on puisse faire une espèce de révolution écologique, de croissance verte, tout ça est vraiment très discrédité. On ne croit plus à l'idée d'une transition qui va nous amener vers une croissance éternelle. Et dans ce sens-là, on est un petit peu en terrain conquis, au moins dans cette frange-là militante de la population. La décroissance, qui est un sujet assez exotique il y a 2 ans encore, est abordé beaucoup plus fréquemment. Alors, il y a vraiment une ouverture, une sensibilité et qui répond un peu à un désillusionnement face à toutes les
promesse là, du monde des experts technocratiques. Toutefois, en face de nous, il y a effectivement ce monde des experts gouvernementaux, des boîtes de consultants comme ça, qui sont très, très engagés encore dans des solutions purement technologiques qui vont, dans leur esprit, assurer la croissance et un avenir infini. Enfin, vous connaissez le truc. Je suis un peu... je suis un peu rassuré par le fait qu'on me demande cet été de travailler sur un projet de transfert de connaissances en management sur comment aider les entreprises en fait à diminuer leurs activités. Et on voit qu'il y a des patrons d'entreprises qui sont rendus sensibles à ces questions-là. Donc là, il y a comme deux univers qui s'affrontent, celui de la décroissance et une idée apparentée qui est peut-être un peu minoritaire encore, mais un monde technocratique qui est un peu aux abois. Quand le président français commence à attaquer les gens en disant « vous êtes des décroissants, vous êtes des amiches », c'est pas des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes, c'est des gens qui sont sur la défensive. Quand les millionnaires réunis à Davos aux Nations Unies commencent à parler de grands reset ou de voies pour relancer le capitalisme, c'est encore des gens qui sont sur la défensive. Alors, bien que notre mouvement a du mal à transformer ses croyances en action politique organisée et soutenue, je pense qu'en fait, il y a un travail de ça qui continue, bien au-delà de nos efforts, de notre petit groupe comme individu, qui me rend, moi, relativement optimiste. Ça va prendre du temps, il ne faut pas cesser de faire des efforts, mais il y a vraiment des choses qui bougent de façon souterraine et je crois qu'on peut s'organiser pour surfer dessus. Voilà. Merci Philippe. Merci. Louis. Moi, je dirais que, encore l'exemple de mes pluviers, là, quand il faut, ils sont capables de s'attaquer à des animaux 5 fois plus gros qu'eux quand c'est nécessaire. Mais bon. Mais non, mais c'est ça. En tout cas, je ne suis pas aussi optimiste que Noémie. J'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui s'entendent sur la critique du capitalisme, sur le fait que notre société n'est pas soutenable, etc. Mais même si on arrive à se débarrasser du capitalisme, on ne se débarrasse pas du même coup de notre dépendance vis-à-vis des machines. Puis par rapport à ça, je ne trouve pas que la décroissance, on parle des low-tech, tout ça, mais on n'a pas vraiment proposé, disons, en tout cas, on n'a pas été très loin dans l'organisation technique là, de cette société post-capitaliste, disons. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens qui se disent anticapitalistes, au fond, ils le sont, mais en même temps, je dirais qu'ils ont intériorisé certaines valeurs au principe du capitalisme. Là. Et comment dire, c'est difficile de lutter contre le fait que la société est devenue un immense marché. Puis un marché des idées. En tout cas, disons que je dirais que les conditions de la transformation sociale, ce n'est pas évident. Il y a des conditions sociologiques, psychologiques, mais je ne pense pas que les objecteurs de croissance maîtrisent, disons, les conditions de transformation sociale. Mais moi, je propose qu'on aille dans le sens de Castoriadis, qu'on lutte toujours à la fois sur deux fronts, à la fois sur la décolonisation de l'imaginaire, c'est-à-dire l'oppression intérieure, et à la fois sur l'oppression extérieure, c'est-à-dire les structures concrètes là, qui empêchent l'émancipation. Merci Louis. Benji, quelques remarques supplémentaires, ma chère collègue anormale. Okay. I mean, it's very rare that I agree with everything that is kind of said in the panel. I kind of do, but I think it's partly because we all spoke very shortly and like we didn't really go deep and profound to actually dig up our disagreements, but maybe in the question and answer period we can. Only a few points that I want to kind of respond to. I'm not sure that degrowth should go and like first ally with environmental movements, actually. So it's something that Andrea said that I think I agree partly, that
there are many movements around that might have very degrowth-like demands, or like that are demands that are compatible with degrowth, and but are not environmental, or not talking about degrowth in the terms that we are used to. I think degrowth, at least in North America, should first turn its face to Indigenous people and listen to their demands. I don't think there's ever a degrowth without giving land back to Indigenous people. I think that's the natural ally for degrowth, at least in North America, rather than, or maybe before, environmental movements, whatever they are, or whatever we deem them to be, feminist movements. So I think there are many movements who are bearing the burden of growth, of colonial historical growth, colonial capitalist growth. Historically, that degrowth should ally with first. So I don't think the environmental movement is the first place to go. And I mean, environmental concerns, climate change concerns, climate justice concerns, these are often articulated with other demands, other grievances that might not sound super environmental or super ecological to us. So I think there's a lot more of a broader landscape of alliances that we should be open to. The second one, yes, we should, and like that is, I like Andrea's conception of it, that we should develop our particular perspective, or like notion of degrowth for maybe Quebec, but that cannot, there is no degrowth in one country. I don't want to sound Trotskyist, but like there is no degrowth in one country. It's not, it should have an international dimension. If degrowth in Quebec does not have a proposal on what Canada, so-called Canada, or what so-called Quebec is doing abroad in terms of extractivism, in terms of lithium, in terms of green energy, whatever, it's not degrowth. If the degrowth in Quebec does not have a perspective on what so-called Canada is doing on Indigenous land to extract the resources, it's not degrowth. It should have a perspective on what we are implicated in a broader sense. Merci beaucoup, Benji. Merci pour ces ajouts. Noémie. Oui, ça va être très bref, donc ça va donner du temps plus pour échanger avec le public. Donc, très d'accord avec les propos d'Andrea et de Benji. Ce que j'aurais aimé entendre, 5 minutes c'était court évidemment, c'est peut-être un angle mort de la décroissance par rapport à la question que Philippe posait. C'est quoi les limites de la décroissance? On décroît jusqu'où? En considérant aussi l'avènement qui sera de plus en plus prégnant de crises qui vont s'additionner et s'amplifier. Donc, le mouvement de la décroissance, en jonglant avec ces crises-là aussi, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Et là, ben oui, c'est ça, parce que je viens de mon petit background d'effondrement. Je pense qu'on devrait parler beaucoup plus de ces crises-là et des risques qu'il va devoir falloir jongler avec, et puis des plans de prévention pour pas être dans le curatif comme on a tendance à le faire, mais d'être dans le préventif. Donc voilà, c'était mon petit commentaire. Merci beaucoup, Noémie, pour l'ajout. Donc, il nous reste un bon quart d'heure. Bon, donc c'est moins que espéré, mais c'est quand même pas rien, pour d'éventuelles interactions peut-être directes. Ce serait mieux que de passer par le chat. Je ne sais pas ce qu'en pense Ariane, mais je crois qu'Ariane m'a proposé de prendre les tours de parole si certaines ou certains voulaient intervenir pour un commentaire, pas seulement pour une question. Ça peut être un commentaire court. Si c'est un commentaire, merci de le faire court, mais pour laisser de la place à plus de monde possible. Oui, parfait. Donc, tantôt, nous avions une question de Nicolas. Donc, je vais adresser la parole à Nicolas. Bonjour tout le monde. Merci pour vos présentations merveilleuses. La question a déjà été un peu parlée déjà par Benji et d'autres. C'est que simplement la décroissance, quand utilisée dans un terme de décroissance, c'est quand même un peu gênant parce qu'il n'y a pas vraiment de personnes autochtones dans ces mouvements-là. Alors, je ne sais pas comment vous voyez ça. Puis aussi,
Bengi a mentionné le mouvement Land Back. Je me demandais, de vos perspectives décroissancistes, comment est-ce que vous voyez ça comme une possible collaboration ou un possible conflit, surtout quand on parle des communes et que ici, les peuples disent que la terre n'a jamais été cédée. Merci. Merci, Nicolas. Est-ce qu'on prend 3 questions ou est-ce qu'on y va systématiquement? 3 questions, Benji, ça va si on fait 3, si on prend question puis vous répondez. Peut-être s'il y a d'autres, Ariane, s'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question directement ou faire un commentaire, peut-être qu'on peut les prendre. Oui, tout à fait. Donc, il y avait la main de Geneviève Chagnon. Donc, je vais lui permettre de parler à l'instant. Bonjour Geneviève. Oui, allô. Bonjour à tous. Merci pour les présentations très riches. Je vais être très brève. Je voudrais dire que je suis d'accord avec la proposition d'Andrea d'opter pour un plan de match, aussi minimal soit-il. Je suis aussi tout à fait d'accord avec Benji quand elle dit que notre allié naturel, ce devrait être les communautés autochtones. Ça me semble aussi une évidence. Et surtout, je voulais juste rappeler qu'au Québec, on a déjà eu des bonnes vieilles réunions de cuisine. Mes parents militants en tenaient beaucoup. Ils en faisaient beaucoup chez nous et chez d'autres pour faire du prosélytisme, c'est-à-dire répandre la bonne nouvelle. Et je crois que, outre le fait que ça nous permet d'échapper aux médias sociaux, bien sûr, dans une circonstance hors pandémie, faire ça, ça pourrait nous permettre d'échanger, de débattre, de faire avancer et de faire des adeptes, quoi. Voilà, c'était ma proposition. Merci. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. D'autres suggestions, commentaires? Ariane, est-ce que vous avez d'autres interventions? Non, présentement, il n'y a personne qui a la main levée, mais il y avait 2 autres questions écrites qui, je pense, n'avaient pas encore été répondues. Je vous les ai envoyées par le chat. Est-ce que vous les voyez ou je vous les transmets? J'ai vu qu'il y en avait une de Jean-Philippe à Andrea sur la question de la réduction du temps de travail. C'est ça, Ariane? Oui, tout à fait. Et puis, donc sinon, c'était quoi? Il y avait la question de Nicolas. Il y avait Micheline qui avait posé une question. Ah non, sur le lithium. Qui nous imposerait de penser un tout autre style de vie. C'est ce que j'ai repéré. Il y avait la question de la population. Là, je crois que c'est Nicolas qui avait posé une question sur les rapports entre croissance économique et croissance démographique. Oui, donc il y a Guillaume Bazir qui vient de lever la main. Je vais lui accorder la parole à l'instant. C'est à vous, Guillaume. Oui, alors si on réussit si la décroissance réussit à créer une sorte de plan politique pour amener la décroissance dans la société, c'est quoi la stratégie qui se passe entre on crée ce papier-là et la connaissance parmi la population et la mise en pratique? Le lien entre les deux, je ne l'ai pas trouvé encore. Donc, la stratégie politique de la décroissance, donc la stratégie à mettre en œuvre, c'est ça, Guillaume? Oui, c'est ça. Merci. Alors, mes chers collègues et néanmoins amis, qui veut réagir, répondre? Les dames? Benji, Andrea, Noémie, non? Okay, I'll take a shot. Not that I have an answer for the political strategy of degrowth, but I mean, I don't think anyone has an idea or like an answer. And like, if anyone tells you that I have an answer for what our political strategy should be, I think you should take it with a grain of salt. But I think at least like this panel, I think maybe we should have conversations like this more. What have we accomplished? What were we able to do versus what we haven't? And what we've been able to do will give us kind of a roadmap maybe for later. I think one thing that we all kind of agree on slightly is that degrowth needs to have a confluence of movements or need to ally with movements
at least in this context, and how that's going to be, it needs to become common sense. Degrowth needs to become a lot more common sense, and it needs to become, I think it has a really big potential to replace maybe communism or anti-capitalism as an umbrella term. It needs to connect different grievances and demands, and I think it's capable of doing it, but it needs to be on the ground. These articulations, how politics are articulated, it happens on the ground when people come together and struggle together and construct things together. It can't be in panels. But I think one thing that I think we can learn is what has degrowth accomplished so far, and how did it accomplish it? I think I like this panel, and I think it should be repeated in different spaces, in different scales. But I mean, I don't know what the political strategy of degrowth should be. I think I know what it should address, but it should become a commonsensical idea for movements. In terms of land bank and degrowth, I already kind of said what I thought, but we have 10 minutes to finish, so I'm going to pass it to someone else. Ouais, Andrea, merci Benji. Vas-y, Andrea. Oui, mais sur la question des alliances avec les peuples autochtones, et s'il y a un problème d'incompatibilité, je dirais que non. Ce sont des luttes compatibles. La personne qui a posé la question a remarqué qu'il n'y a pas d'autochtones au sein de la décroissance, et je pense que c'est vrai. Mais si je comprends bien, j'essaie d'écouter beaucoup les militants autochtones. Leur lutte en ce moment, ce n'est pas de changer le monde comme tel, c'est d'avoir leur terre. Et c'est une grande lutte, c'est une lutte énorme parce qu'il y a tellement d'intérêts qui se battent pour leur terre. Alors, je pense que notre devoir, c'est d'être solidaire avec leur lutte. Et comme j'ai dit dans ma présentation sur la question de la biodiversité, soi-disant, parce que j'aime pas ce terme, mais il y a énormément d'études scientifiques qui constatent que la dégradation du monde naturel est beaucoup moins avancée dans les terres gérées par les Autochtones, c'est clair. Alors, je pense que c'est à nous d'appuyer leur lutte. Ils se battent contre les oléoducs, contre toutes les formes de dégradation de la terre, et je pense que c'est notre lutte aussi. Alors, il risque d'avoir certaines dissonances entre nous, mais ça nous empêche pas de s'allier avec eux autant que possible et de bien écouter ce qu'ils ont à dire et d'essayer de s'allier avec eux. Alors, ça, c'est sur la question des luttes autochtones. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bengi qui a dit que nos alliés ne sont pas nécessairement dans le mouvement écologiste. Je pense qu'on a quand même beaucoup d'alliés dans le mouvement écologiste. Quand j'ai échangé avec plusieurs personnes, même les personnes qui travaillent dans les mouvements plus mainstream, plus conventionnels, on voit qu'il y a des personnes qui sont très attirées vers la décroissance, même s'ils se posent des questions sur la stratégie à mettre en œuvre, dont on a peu de réponses encore. Alors, je ne pense pas qu'il faut exclure les autres mouvements écologistes, surtout peut-être pas les grands ONG environnementales qui sont vraiment engagés pour la croissance verte. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments, d'autres aspects de ce mouvement qui sont des alliés ou qui risquent de l'être. Quelles sont les autres questions? Il y avait une question qui t'était destinée à toi sur la question de la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail. Bon, je pense que je l'ai déjà écrit et publié que la réduction du temps de travail, c'est une réforme icône du mouvement décroissanciste. Ça l'est depuis longtemps, mais
j'ai un petit biais parce que j'ai tellement étudié la pensée d'André Gott. Pour lui, c'était un peu le clé à toute la possibilité de transformer la société. Mais il y a deux problèmes qui nous reviennent constamment. C'est le chantage qu'on nous fait avec l'emploi, la question de l'emploi. Il faut croître parce qu'il faut avoir des emplois. Et on l'entend sans cesse et c'est très convaincant pour les gens. On est vraiment dépendant de ces formes d'emploi. Alors, quoi faire? C'est une question fondamentale. Et l'autre question, l'autre base de l'intérêt dans la réduction de temps de travail, c'est que la décroissance, ça veut dire qu'on va devoir travailler pour nous-mêmes. On veut une société qui est beaucoup plus autonome. Mais ça implique du travail, ça. C'est juste pas du travail salarié. Alors, il faut avoir du temps pour développer pour nous ressourcer et pour nous comment est-ce qu'on dit ça? Reskill. Comme Illich nous a mis en garde que nous avons perdu tant de compétences dans notre société industrielle. Il faut regagner ces compétences. Alors, pour toutes ces raisons, la question de la réduction de temps de travail, si j'ai bien compris Bengi, elle fait une distinction entre réduction et redistribution. Pour moi, c'est un peu dans la même catégorie, mais ce sera peut-être intéressant d'entendre Bengi faire cette distinction ou l'élaborer un peu, parce que j'aimerais plus comprendre. Mais pour l'instant, l'idée je pense que l'avantage aussi de la réduction de temps de travail, c'est que c'est vendable, d'après moi. C'est un réforme vendeur parce que les gens veulent du temps. Et s'il y a une chose qui nous réunisse, c'est un manque de temps. C'est sûr qu'il y a maintenant tout le phénomène du travail précaire. Alors, il y a des gens qui ne travaillent pas assez. Et dans ce sens-là, il faut redistribuer ce travail. Mais la façon de redistribuer ce travail, c'est aussi de réduire le travail des gens qui travaillent trop et qui sont en manque chronique du temps. Alors, je pense que, et c'est aussi la réduction de temps de travail, comme je répète souvent, c'est la principale revendication historique du mouvement ouvrier. Alors, je pense que c'est une façon de s'allier aussi avec le mouvement, ou peut-être les éléments les plus progressistes dans le mouvement syndical. C'est quelque chose qui peut être rassembleur. Je ne sais pas si ça répond suffisamment, mais je vais m'arrêter là parce que je parle trop. Merci André. Non, donc merci. Peut-être que si vous êtes d'accord, on peut peut-être, on me suggère de faire un mot de la fin pour chacun, mais je suggérerais de commencer par Bengi, puisque ça lui permettrait peut-être de réagir à ce qu'on s'approche presque d'une discussion. Ça commencerait à ressembler à une discussion, ça serait bien, mais on n'y est pas encore. Mais donc vas-y Bengi, puis ensuite un petit mot de la fin pour tout le monde. First of all, I mean, I didn't mean that there's no ally to degrowth in the environmental movement, obviously, but I'm just saying that it's not the only milieu that we should look for allies, and we can find allies in the indigenous movements, in the movements of precarious immigrant workers, for instance, in the movements of, in certain sections of the feminist movement, degrowth can find allies. And like as you said, in some of the progressist unions as well. So I think they would be attracted to the idea of degrowth as much as some of the environmental movements are. It's just, I think their environmental or degrowth-oriented demands might come in different forms than the environmental movements. And I think degrowth should be cognizant of that. Secondly, exactly as you said, I think when I understand working hour reductions and work sharing as twin methodologies, but this goes back to political strategy. When you go out and say, hey, for degrowth, we need to decrease working hours, you'll get a reaction because there are many people who are working a lot and cannot make ends meet. There are many people who are underemployed or unemployed. So I think degrowth, I mean, this is not only a matter of how you frame, and like it's not only a matter of rhetoric, but also
it's not only quantity, like the quantity of total working hours should go down gradually, but as it's going down, we should also have structures, institutions, policies in place that will make the sharing of that reduced working hours a lot more equitable. So I don't think it goes without saying, or it's by assumption that these are twinned. Merci, Wendy. Merci. Un petit mot de la fin pour Philippe, Louis, Noémie, dans cet ordre. On y va? Vas-y, Philippe, mais n'oublie pas ton micro. Voilà, si je me risque, moi je reviens sur cette idée qu'on doit davantage préciser les contours de la société qu'on souhaite. Pour le moment, on a surtout posé les problèmes, hein, posé les principes, pardon, moins de temps de travail, plus d'autonomie, des choses comme ça. Mais en fait, on ne sait toujours pas, pour certaines personnes, ça veut dire une société très rurale, pour d'autres, on continuerait en milieu urbain. Les contours restent flous et c'est très difficile de vendre à la population un projet que pas des contours très nets ou en fait qu'il n'y a pas vraiment de contenu. Je pense qu'au-delà des questions de stratégie avec qui on doit s'allier, la qualité des récits qu'on offre doit s'affiner aussi et il y a un certain nombre de trous qui seraient utiles de combler graduellement au cours des prochaines années. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Louis, un petit mot? Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Philippe, là. Les gens aujourd'hui, on dirait qu'ils ne supportent pas l'incertitude. Ils ont besoin que ce soit assez précis. Mais non, en tout cas, moi, non, c'est ça. Moi, je pense que le préalable peut-être qui manque pour que la décroissance puisse décoller, ça serait peut-être une reprise de contrôle des humains de la société-là. Mais si on laisse les algorithmes et les organisations transnationales, en fait, tout ce qui a une portée supraliminaire, ben, j'imagine que ça va être dur de construire ce projet de société-là. Parce que pour l'instant, la société se reproduit par-dessus nos têtes et l'efficacité remplace la légitimité. Merci pour ces belles paroles frétagiennes de conclusion. Et Noémie. Eh bien, je rejoins pas mal Philippe dans ses propos. Donc, oser se commettre à suggérer des pistes de programmes et de solutions. Puis, oser aussi des moyens de communication qu'on sait qui fonctionnent pour rejoindre les gens, tout simplement. Et continuer l'effort de convergence des luttes qui est entamé, mais encore à amplifier. Et notamment, je tiens à mentionner qu'il y en a un qui est en création en ce moment au Québec et dont Polemos fait partie. Donc, c'est un groupe de convergence des luttes où la sortie du capitalisme sous-tend quand même la création de ce groupe-là. Ça regroupe des syndicats, des groupes étudiants, des groupes contre l'exploitation des hydrocarbures, etc. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se bâtir localement, puis je pense qu'il faut oser investir du temps là-dedans aussi et pas seulement dans notre groupe fermé de la décroissance. Voilà. Oui, j'ajouterais juste qu'on est aussi impliqué dans le Front commun pour la transition énergétique, qui est lui-même, qui travaille de très près avec les autochtones. Donc là, il y a aussi quelque chose qui est en train de se passer, qui n'est pas inintéressant. Bon, c'est à l'échelle du Québec, mais il y a bien tentative de convergence aussi sur ce terrain-là. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus virtuellement. Merci beaucoup aux 5 participants d'aujourd'hui d'avoir joué ce jeu difficile de répondre à ces grandes questions en des quelques petites minutes. Mais c'était quand même, je crois, bien intéressant de vous entendre. Moi, j'ai bien aimé ça en tout cas. Et donc, merci et à très bientôt. Le plaisir de vous revoir en vrai et de poursuivre la discussion et la lutte. Yves-Marie, ouais. Avant de quitter, est-ce que c'est possible de sauvegarder ce qu'il y a dans le chat? Parce que je n'ai pas pu le lire pendant les présentations, mais j'aimerais relire après tout ce qui a été dit dans le chat. Si j'en crois mon expérience de Zoom et des enregistrements Zoom, il y a un enregistrement du chat, je crois, en général. Il est disponible avec la vidéo. En tout cas, moi, sur mes cours, je retrouve le chat. Donc, je pense que ça devrait marcher. OK. Je vais copier quand même. Merci. À mon avis, ça va marcher.
Oh, ben, Yves-Marie, je te remercie pour ton animation. Je remercie aussi la grande transition là, de nous offrir cette tribune-là. C'est très apprécié. Merci à tous. Merci.